Bonjour, et bienvenue à vous tous au meeting du NPA de ce soir. Donc ça nous paraissait assez important de faire un meeting dans la situation actuelle, puisque vous le savez tous, on subit quand même l'austérité de plein fouet. On est aussi dans un contexte où il y a actuellement une violence d'État qui est particulièrement répressive, et je pense que les lycéens, les étudiants qui sont présents dans la salle nous en ont fait l'illustration à l'instant et nous ont montré un petit peu l'état de la mobilisation. On est aussi dans un contexte où on a notre impérialisme qui se déchaîne actuellement en Syrie et en Irak, et qui se déchaîne après une séquence politique qu'on a quand même eu cet été autour de la question de Gaza. Texte qui a été particulièrement violent à Gaza, mais qui a été aussi d'une certaine façon assez effrayant en France, dans la mesure où les manifestations dont le NPA a été partie prenante ont été interdites, et ce qui nous donne quand même à entendre cette petite musique du gouvernement autour de la répression, qu'elle soit policière, qu'elle soit contre le mouvement social en général, et dans une situation où il est extrêmement difficile de mobiliser. Dans l'optique de ce soir, c'était un petit peu de montrer que des mobilisations, il y en a en France, il y en a aussi ailleurs dans le monde, et donc on voulait un petit peu parler de tout ça ce soir. Donc la première intervention sera faite par Carole, qui est donc syndicaliste à l'HPHP. Donc on sait très bien que depuis plusieurs années, les budgets d'austérité se font particulièrement ressentir dans les hôpitaux, et qu'il y a eu quand même une mobilisation le 23 septembre qui était assez significative dans les hôpitaux, qui devrait rebondir la semaine prochaine, le 18. Et donc on va laisser la parole maintenant à Carole. L'hôpital n'échappe pas à la course au profit qui détruit sur son passage nos conditions de travail et l'accès aux soins pour toutes et tous, sans parler de nos salaires gelés depuis 2010. Le déficit sert de prétexte à la privatisation. Le budget de l'hôpital est financé par la tarification à l'activité. La Sécu paie à l'hôpital des actes effectués en lien avec la durée moyenne de séjour définie pour chaque pathologie et le groupe de malades concernés. Elle ne correspond pas du tout à la réalité de la prise en charge globale et humaine du malade. Cette tarification met en déficit la plupart des hôpitaux publics et donne du coup le prétexte pour des suppressions de postes, fusion de services, restructuration, voire disparition complète d'hôpitaux. Par exemple, la tarification à l'activité pour une personne diabétique rapporte plus si on l'ampute que si on traite son diabète sur le long terme avec éducation thérapeutique. Ça, c'est la tarification à l'activité. Et pour autant, quand certains établissements arrivent à augmenter leur activité sur certaines prestations sans moyens supplémentaires, le gouvernement abaisse les tarifs afin de ne pas sortir de l'enveloppe. C'est la dégressivité tarifaire, car l'enveloppe est fermée de toute façon. C'est l'objectif national de l'assurance maladie voté par le Parlement. Le deal est donc biaisé. Le gouvernement demande aux hôpitaux d'augmenter leur activité pour ne pas être en déficit et ne pas avoir de suppression de services, alors que l'enveloppe est déjà fermée et que de toute façon, ils ne recevront plus d'argent, même s'ils atteignaient les objectifs. Par exemple, la maternité de Robert Debré, qui doit aujourd'hui faire 3000 accouchements, aujourd'hui, alors qu'hier, elle en faisait 2500, pour le même niveau de ressources à moyen constant. On voit bien que les tarifs diminuent, il faut faire plus d'activités, mais ça ne change pas grand-chose, il y a toujours des déficits. Du coup, les mamans et leurs bébés sont obligés de sortir après 2 jours d'hospitalisation, avec le risque pour le bébé de déclarer l'ictère du nourrisson à 3 jours, avec des risques de troubles neurologiques irréversibles. En 10 ans, plus d'une centaine de centres d'interruption volontaire de grossesse sont fermés et d'autres sont menacés, remettant en cause le droit des femmes à disposer librement de leur corps. En 1975, il y avait 1369 maternités et 750 000 naissances. En 2013, pour 792 000 naissances, il reste seulement 535 maternités. La plupart des maternités n'effectuant pas 300 accouchements ont fermé, mais aussi des plus importantes, comme celle de Saint-Antoine, avec ses 2500 accouchements. Et des menaces persistent encore sur les maternités de Saint-Jean-d'Angely, d'Hôtesse, de Vitry-de-François, de Lourdes et la maternité des Lilas. Les maternités qui restent se transforment en véritables usines à bébés, du coup, s'il faut faire plus. Fermeture aussi de la réanimation à Briançon, fermeture de la chirurgie à Sarlat, fermeture du service de stérilisation des instruments de l'hôpital de Decize, fermeture du Val-de-Grâce, mise en pièces de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, patients sur des brancards faute de place, délai d'attente interminable aux urgences, délai de plusieurs mois pour un rendez-vous, santé mentale en déshérence, maison de retraite sous-dotée en personnel, déserts médicaux. Et en France,
Un patient sur deux ne peut pas bénéficier de soins palliatifs par manque de personnel. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale et les budgets d'austérité, encore renforcés par le pacte de responsabilité et la réduction des dépenses de santé, 20 milliards sur la protection sociale, ouvre en grand le marché juteux de la santé aux capitaux privés qui investissent dans l'hospitalisation privée. Quand nos établissements ne sont plus aux normes de sécurité incendie faute d'investissement, leurs frais pour les réhabiliter sont aussi le prétexte pour les fermer, comme Beaujon-Buchat, qui ne sont plus aux normes de sécurité. Ou pour supprimer des lits, comme le nouveau Lariboisière, qui sera amputé de 108 lits. Alors, une diminution de l'offre de soins avec 108 lits en moins? On nous répond que non. L'air est à l'ambulatoire. Il faut développer la chirurgie ambulatoire. Le ministère demande entre 60 et 70% d'ambulatoire. Et tant pis si les patients ne sont pas autonomes, tant pis s'ils n'ont pas les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires quand ils rentrent chez eux. L'ambulatoire coûte moins cher au gouvernement. Nous, les personnels de l'hôpital, devenons des producteurs de soins, fracassés par l'intensification du travail, par la maltraitance des organisations de travail délétères. La conscience professionnelle ne suffit plus à trouver des solutions pour travailler correctement et réaliser la qualité des soins. Ceux et celles qui osent dire non se battent le plus souvent seuls contre des pressions managériales collectives. Les accidents de travail, les maladies professionnelles, les pétages de plomb et les tentatives de suicide se multiplient. La violence est partout. La violence est là quand on cherche du matériel pendant 1 heure, quand on nous impose un changement de poste ou d'horaire, quand on nous impose la fermeture de la dispensation de médicaments aux patients par manque de personnel, quand nous transférons les patients dans les sous-sols inondés et insalubres, quand nos temps de transmission ne sont pas payés, quand on nous rappelle à domicile sur nos temps de repos, quand on nous supprime des RTT, quand nous n'avons plus le temps d'écoute pour les malades et leurs familles, ni le temps de manger ou de faire pipi, quand il n'y a qu'une infirmière pour 38 patients en soins de site et réadaptation. Oui, la violence est là, entre soignants, soignés et même entre collègues. Il faudrait que l'on soigne, nous-mêmes. Flexibilité horaire et mobilité géographique imposée, dégradation majeure des conditions de travail dont le bénéfice est nul à moyen et à long terme et qui contribue à un absentéisme accru. Maintenant, il arrive aussi des coopérations de métiers, autorisées par l'article 51 de la loi HPST, dite Bachelot, qui permet à des infirmières d'exercer des actes médicaux avec un minimum de formation sur un acte précis, sont mis en place dans le but de pallier à la chute démographique médicale et limiter le recours aux médecins étrangers. Sous couvert de volonté de partage de compétences entre professionnels, les infirmières vont pouvoir prendre en charge certaines formes de consultation ou actes techniques en lieu et place des médecins. Puisqu'il fallait trouver des solutions à court terme, le législateur légalise l'exercice illégal de nos métiers. Ceci est intolérable même sur la base du volontariat quand on sait le pouvoir de certains d'en faire de l'obligatoire. Et tout cela sans être payé en plus, bien sûr, sans plus de salaire. La maltraitance institutionnelle est appliquée de manière autoritaire par des directeurs dont les primes de résultats pour certains doublent leur salaire et ne sont plus que leur seule motivation. Cette prime peut atteindre les 67 200 €, juste la prime. La précarisation des personnels est en augmentation, avec 22% de précaires dans la fonction publique hospitalière. Toutes ces décisions sont prises sans aucun dialogue social. À Caen, par exemple, le directeur a convoqué le comité technique d'établissement à l'Agence régionale de santé, entouré de plusieurs bataillons de CRS. La criminalisation de l'action syndicale s'accentue de jour en jour. Les personnels de l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif sont en grève depuis plus de 4 mois. Ils ont occupé les locaux de la direction et cette dernière a fait appel à un huissier. Le tribunal a condamné les organisations syndicales à 1 000 € d'amende et 500 € pour quiconque envahirait les instances. La mobilisation doit répondre à toute cette violence. Elle doit en effet articuler la lutte des salariés du secteur sur leurs revendications contre l'austérité et la lutte des citoyens mobilisés pour le droit à la santé et le service public hospitalier de proximité qui, lui, garantit un accès aux soins pour toutes et tous. En effet, la santé est la première préoccupation de la population. Nous, le NPA, sommes partie prenante de tous ces combats, notamment celui engagé par la convergence des hôpitaux en lutte contre l'austérité. C'est une coordination d'équipes syndicales de la base, de la CGT et de Sud pour construire un mouvement national en s'appuyant sur les luttes en cours. Elle travaille à coordonner les luttes dans la perspective d'une grève nationale de la santé qui fera reculer le gouvernement. C'est pas simple. La bureaucratie syndicale s'y oppose. Les équipes militantes sont trop peu nombreuses, parfois elles-mêmes démotivées par la difficulté à mobiliser les salariés, excepté peut-être pour les hôpitaux en grève. Et l'approche des élections professionnelles ne facilite pas l'unité syndicale. Le 18 novembre, tu en parlais, le 18 novembre est une étape dans la perspective d'une mobilisation s'appuyant sur les salariés du secteur, le mouvement ouvrier, les associations qui défendent l'hôpital public pour la défense du service public et de la Sécu.
Donc rendez-vous à 12 h à Montparnasse pour ensuite rejoindre le rassemblement de l'intersyndicale des fonctionnaires devant l'Assemblée nationale. Alors, autre mobilisation aussi qui est dans le paysage, c'est la mobilisation à l'appel des partis à la gauche du PS, enfin pas tous d'ailleurs, mais à l'appel de certaines fédérations de la CGT, à l'appel aussi de certaines fédérations de la FSU et également du milieu associatif. Une journée de samedi qui est marquée pour résister contre le budget qui va nous être présenté par le gouvernement, ce budget d'austérité, parce qu'on le sait, et la camarade l'a dit aussi, pour mettre un coup d'arrêt à ce que nous prépare le gouvernement, il va falloir être le plus nombreux dans la rue, et donc toutes les initiatives qui sont dans le paysage ou qui sont à construire sont toutes importantes pour pouvoir résister à ce que nous prépare le gouvernement. Et par ailleurs, il y a des initiatives qui sont quand même assez payantes. Il y a notre camarade Shafika qui est ici, qui a participé à la lutte des employés du Royal Monceau, qui se sont battus pendant plus d'1 mois et qui ont fini par obtenir gain de cause dans un contexte qui est difficile, des conditions de travail et beaucoup de précarité. Donc comme quoi, par la lutte, on peut gagner. Et je pense que Shafika va nous en parler un petit peu mieux tout de suite. Bonsoir à tous. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir de participer à ce meeting pour vous parler de notre lutte. Une lutte très dure, comme vient de l'expliquer ma camarade à côté, qui a apporté ses fruits. Donc, je vais vous parler de la genèse de ce mouvement qui a débuté le 2 octobre suite à des revendications qu'on avait déposées à la direction. Bien entendu, avant ces revendications, avant ce mouvement de grève, on a favorisé le dialogue social. Mais on a vu qu'on était face à une direction qui faisait la politique de l'autruche, qui ne voulait rien entendre. Donc on a décidé de partir en grève le 2 octobre. On avait plusieurs revendications, mais vu que l'hôtel était ouvert que depuis 4 ans, on a patienté pendant 3 ans. On s'est dit, bon, ce sera bon. On a demandé des meilleures conditions de travail, des augmentations de salaire. On a demandé aussi du matériel adéquat pour le travail, mais on trouvait toujours un refus de la direction où on avait toujours des réponses en disant que voilà, l'hôtel venait d'ouvrir. Là, ça fait 4 ans qu'il est ouvert. On a été élus en fin avril. La CGT est présente au Royal Monceau depuis fin avril. Donc à partir de là, on a commencé à leur demander de revoir toutes les revendications qui ont été déposées auparavant par peut-être d'autres salariés qui n'étaient pas syndiqués. Et là, la direction ne voulait pas répondre. Donc on a commencé notre mouvement de grève. Et je vais vous parler des revendications. On a demandé des augmentations de salaire, 300 €, donc 2 € du taux horaire. On a demandé aussi prise en charge de la mutuelle par le patron à 70%, car on était à 50%. On a demandé également 10 € pour les lits supplémentaires effectués, c'est-à-dire que dans notre travail, en tant que moi je suis femme de chambre au Royal Monceau, on fait des chambres et en même temps on nous met des lits supplémentaires. Ces lits supplémentaires ne sont pas considérés alors que c'est une charge de travail supplémentaire. C'est un travail déjà très dur. Donc on a demandé à avoir 10 € par lit supplémentaire. Donc ça faisait partie des revendications. On a demandé aussi à avoir 150 € pour les équipiers. Les équipiers, c'est le personnel qui s'occupe des lieux publics, qui s'occupe aussi de tout ce qui est déménagement dans les chambres, déplacer les meubles. C'est des choses qu'on fait très souvent dans des hôtels haut de gamme, des palaces comme ça. Les clients sont très exigeants et faut satisfaire leurs demandes. Donc souvent, on est amené à déplacer des meubles et ces équipiers font ça à longueur de temps. Donc on a demandé une prime pour les équipiers. On a demandé aussi, avec une gouvernante par étage, parce que le métier de gouvernante est un métier très difficile, et on voyait des gouvernantes qui galopaient d'un étage à l'autre, qui à la fin de journée faisaient des horaires pas possibles. Donc on a dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, on demande d'avoir une gouvernante par étage. Si vous voulez de l'excellence, c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Et on a demandé aussi à avoir le respect de la dignité humaine, parce qu'on est rentré on fait un métier, c'est-à-dire qu'on travaille dans un milieu très luxueux, et derrière tout ça se cache une misère
Donc on leur a dit que la dignité, le point dignité n'est pas très apprécié dans le sens où la dignité c'est une chose pour eux de tout à fait normale, il n'y a pas à en discuter, c'est un mot trop fort pour le mettre dans des revendications. On a dit que si, parce que souvent la dignité pour moi c'est par exemple une personne qui ne peut pas aller manger quand elle est en pause, elle a un droit de pause de 40 minutes, on ne la laisse pas aller manger, parce qu'elle doit finir soit sa chambre, soit finir de servir le client, que ce soit quand je parle de servir, je parle au niveau de tous les services. Il faut finir son travail, après aller prendre sa pause. Chose qui n'est pas la logique, il y a un règlement, la pause c'est au bout de 4 heures, on a droit à une pause. Donc pour nous, ça faisait partie de la dignité humaine, c'est fini le temps de l'esclavage, donc quand il faut prendre sa pause, il faut la prendre. Donc là, c'était un point qui a choqué la direction, mais on l'a appuyé quand même. Et aussi, on a demandé d'arrêter la répression sur les élus CGT. Parce que depuis qu'on est élus, depuis fin avril, on a eu beaucoup de pression. On a essayé de nous mettre de côté parce qu'on rapportait tous les faits qu'il y avait dans l'hôtel, tout ce qui n'allait pas. Ça dérangeait la direction parce qu'on disait la vérité. Et souvent, les patrons ne veulent pas entendre la vérité. Ils ont besoin de plus de productivité. Donc tout ce qu'on leur ramenait ne les intéressait pas. Donc on a commencé, comme je vous ai dit au début, le 2 octobre, la lutte. Et c'est une lutte qui a duré 1 mois et 6 jours. On s'est battu. C'était une lutte très dure. On avait des mères de famille, on a des femmes seules avec enfants. On a aussi le côté financier, parce que quand on fait une grève, on n'est pas payé. Donc on avait le côté financier qui était très délicat. Donc la direction a joué sur ce côté-là, donc elle a laissé pourrir la situation. Elle n'a pas ouvert de négociation pendant au moins une dizaine de jours. Quand on a commencé à négocier, on a ouvert des points. La direction ne voulait pas ouvrir le point salaire, c'est-à-dire qu'on a eu certaines revendications, on a eu des retours positifs, mais ce n'était pas le point principal pour nous, c'était les salaires, le pouvoir d'achat. C'est ce qu'avaient besoin les salariés en premier lieu. Donc on a carrément claqué la porte, on est sorti en plein milieu des négociations en disant qu'on n'est pas là pour s'amuser, on a des gens dans la rue, on a des mères de famille, donc si vous voulez négocier, vous nous rappelez, mais à condition de faire une vraie négociation. Voilà, donc on est resté encore 15 jours dans la rue sans négociation, et non seulement on a été carrément assigné en justice pour le bruit, parce qu'on faisait un bruit énorme dans le hall de l'hôtel, avec des instruments, ça hurlait dans le hall, on a fait fuir les clients, ils ont été obligés de fermer les restaurants, ils ont été obligés de fermer le bar, les clients voilà, étaient choqués, ils sont partis, ils ont changé d'hôtel. On avait aussi des clients qui étaient avec nous, qui étaient très solidaires d'ailleurs, qui venaient même participer en scandant les slogans avec nous, et ça nous a motivés encore plus. Et du coup, la direction donc, nous a assignés en justice pour bruit et pour, vu qu'on empêchait les extras de rentrer, ben, bien sûr, on ne va pas laisser les extras rentrer faire notre travail, alors qu'on est en grève, comme ça on nous laisse pourrir encore plus. Donc, et au niveau de cette assignation, on était plutôt gagnants. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur dans ce sens-là, parce qu'au final, on avait le droit de faire rentrer, on n'avait pas le droit de faire rentrer les extras. Donc on a continué à bloquer les extras. On nous a demandé d'arrêter de faire du bruit parce que voilà, on a fait du bruit pendant longtemps et après nous-mêmes on voyait qu'il n'y avait plus de nécessité parce qu'il n'y avait plus de clients pratiquement. Donc ensuite, on a continué à rester dans la rue. Moi personnellement, j'ai eu le directeur en personne parce que je suis partie lui ramener un nouveau tract. Chaque mardi, on avait un tract parce que chaque mardi, on faisait un rassemblement. Et dans ce rassemblement, beaucoup de monde présent, beaucoup de soutien qui nous a amené à tenir 1 mois et 6 jours. On a eu la présence du Front de Gauche, Lutte Ouvrière, le LPA qui était très présent. Front de Gauche il était aussi présent à tous les rassemblements. Les délégués syndicaux des autres hôtels, égalité hommes-femmes. On a eu un gros soutien qui fait qu'à chaque fois qu'on voulait baisser les bras, on se disait, on y croyait, on se disait on va y arriver. Si on a autant de soutien, c'est qu'il faut y croire. Donc tous les mardis, on repartait, mais comme si on avait du carburant à nouveau pour se battre encore. Et donc, je ramène un jour, je vous raconte une anecdote, je ramène un tract à mon directeur et il me dit oui,
dites aux salariés de rentrer parce qu'ils ne seront pas payés leur jour de grève. Je dis, mais vous savez, si je leur dis ça, ils vont rester encore plus. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils croient, pour eux, cette lutte, elle est gagnante, quoi qu'il en soit. Même s'ils rentrent au pire, ils vont rentrer les mains vides, mais là, ils vont vous montrer qu'ils sont capables de sortir dans la rue, qu'ils sont capables de revendiquer des choses et qu'ils ne sont pas dupes. Donc après, je suis sortie, après on a eu... Ah, désolé. Oui. Donc je voulais terminer sur le fait que cette lutte a été gagnante parce qu'on a réussi à obtenir une augmentation de salaire de 60 € à 111 €. On a aussi obtenu 6,50 € pour les lits supplémentaires, 150 € pour les équipiers, ceux qu'on a demandé, 60% de la mutuelle. Et on a obtenu aussi, on a même été invité à un salon pour aller choisir du matériel. Et comme je vous dis, la lutte a été très dure, mais très payante et très gagnante. Et moi, je dis que voilà, c'est ce qu'il faut faire dans des sociétés comme ça aujourd'hui, parce qu'on nous demande de la productivité au détriment de la santé des gens et des salariés, et c'est pas normal. Moi, je dis qu'on devrait avoir plus de lutte et on devrait prouver que ce qu'on fait, c'est mérité. Les salaires qu'on demande, c'est mérité. C'est pas on demande juste pour être augmenté. C'est légitime. Voilà. Merci. Alors, des luttes victorieuses, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Donc ce soir, on voudrait aborder la question aussi de revenir un petit peu sur la lutte qu'il y a eu à la Poste l'année dernière, qui était une lutte assez emblématique, notamment par la durée et la mobilisation qu'il y a eu en région parisienne autour de la Poste, mais une lutte qui a été victorieuse sur des questions de précarité qui sont pas toujours les plus faciles à défendre, mais qui malheureusement se traduit aussi par une forte répression contre les camarades qui ont participé à cette grève. Et force est de constater que ça devient quand même de plus en plus difficile d'être syndicaliste et de mener des luttes syndicales actuellement dans le contexte politique dans lequel nous sommes. Donc pour nous parler de tout ça, je vais laisser la parole à Gaël, qui est donc militant au NPA et qui est aussi syndicaliste à la Poste, et donc qui s'est particulièrement illustré dans cette grève l'année dernière. Donc déjà la première chose, c'est que l'intervention de Shafika, elle respire grave la grève et ça sent que c'est encore chaud dans les tripes et dans la tête, quoi. Sur la Poste et cette grève de 173 jours sur 5 communes dans les Hauts-de-Seine, mais dans lesquelles il y a eu en fait plusieurs autres grèves à Paris 15, à Épinay dans le 91, à Ajaccio et également à Aubigny. Avant tout, quand même, pour donner un peu des éléments d'ambiance. Alors, ceux qui ont suivi le plus notre conflit, et je m'en excuse, ont sûrement cette citation un peu en tête, mais c'est la citation de notre... Alors, je ne sais pas si je vais arranger mon cas en termes de procédure disciplinaire, hein, et je vais mettre à mal peut-être l'image de la Poste, mais c'est la citation de notre cher PDG, hein, notre groupe du groupe, donc qui est Philippe Val, qui avait fait une petite interview dans Challenge. Alors, vous n'êtes peut-être pas abonné à Challenge et donc vous n'avez pas eu la chance de pouvoir lire cette interview, mais qui montre quand même un petit peu qu'il y a deux mondes quand même dans cette entreprise, entre ceux qui nous dirigent et ceux qui distribuent le courrier ou l'acheminent tranquillement. Alors, il nous explique, personnellement, même si mon ami Hollande, pour qui j'ai voté, nous a un peu rogné les ailes, je dirais que je suis riche, favorisé et ravi de payer des impôts. L'échelle des salaires ici va du SMIC dans les back-office à mon salaire, écoutez bien quand même, parce que ça dégoûte un peu, qui était de 830 000 € bruts avant que le gouvernement n'intervienne. Entre parenthèses, j'ai d'ailleurs le salaire le plus élevé du groupe, supérieur à celui de Jean-Paul Bailly, c'est le métier qui veut ça, mais je gagnais, histoire de nous rassurer, le double chez RBS, c'est-à-dire le double, vous avez bien compris,
de 830 000 € l'année. Je possède 5 propriétés, un immeuble à Bordeaux, où je fais de la défiscalisation suivant la loi Malraux, une belle maison en Corse, un appartement rue Madame, et puis 2 autres pour les enfants. J'ai par ailleurs, moi c'est la cerise sur le gâteau, j'ai par ailleurs 2 ou 3 millions placés. C'est-à-dire que le mec, il n'est même pas capable de savoir si c'est 2 ou 3 millions qui sont placés. Hein, souvent, racontez-nous pendant la grève qu'en réalité, nous, on regarde dans notre poche quand on est devant la machine à café, si on a 10 ou 20 centimes, lui, il ne sait pas s'il a 2 ou 3 millions. Alors, bien évidemment, quand tu as des personnages comme ça, qui ont le cœur à gauche, qui votent même à gauche, enfin, qui votent PS, eh bien, en face, quand il y a des bagarres, où c'est des agents d'exécution qui mènent ces bagarres, 173 jours, grève majoritaire, qui partent, comme ça a été dit en fait, sur Rueil-Malmaison, sur une grève qui est pas pour défendre sa position de travail, mais contre la précarité, où les collègues de Paris 15, il y en a dans la salle, qui ont fait la grève la plus longue pour maintenir leur régime de travail sur 51 jours, la grève la plus longue depuis très très longtemps sur Paris Intramuros, les collègues d'Ajaccio qui ont fait 93 jours en grève illimitée, ou ceux d'Aubigny qui ont arrêté la grève il y a très peu de temps, 130 jours, et qui obtiennent des victoires partielles sur leurs revendications. Je l'ai dit, pour les collègues de Paris 15, le maintien du régime de travail. Pour les collègues d'Ajaccio, le fait de reporter la réorganisation. Il n'y a pas de possibilité de réorganisation et donc de suppression d'emplois pendant 5 ans, avec en plus des embauches supplémentaires. Ou sur les collègues du 92, dans lesquels il y a des reports de réorganisation et surtout la titularisation d'agents précaires, dont la Poste bénéficie gracieusement des deniers de l'État pour après ne pas avoir à embaucher. Alors ça fait flipper la boîte. Parce que, justement, eh bien, quand dans une entreprise comme la nôtre, qui est totalement atomisée, eh bien, ces bureaux-là, ces centres-là arrivent à se mettre en commun, arrivent à mener des actions communes et à reporter des victoires, la boîte, elle veut à tout prix que ça ne fasse pas d'exemple. Elle veut à tout prix que ça ne donne pas confiance à l'ensemble des salariés. Et c'est pour ça qu'en fait, elle mène une répression qu'on n'a jamais connue dans cette entreprise. Sur le 92 et Paris, sur la question de cette grève, c'est 14 collègues qui sont aujourd'hui victimes de la répression. Quand je dis 14 collègues victimes de la répression, c'est 3 collègues qui ont eu des mises à pied de 3 mois, 4 camarades qui ont eu des mises à pied de 3 mois, c'est-à-dire sans salaire. On a 3 syndicalistes qui ont fait 10 heures de garde à vue, regardez les méfaits, pour avoir occupé le siège national de la Poste, pour avoir fait des prises de parole et des assemblées générales sur différents centres qui n'étaient pas forcément leur centre de rattachement. En gros, avoir mené une grève combative et avoir mené leur action qui est une action tout simplement syndicale. On a un collègue qui a pris, syndicaliste sur Paris, 2 ans de suspension de fonction. Stéphanie, Mohamed, ma pomme, on a été licenciés. L'inspection du travail a refusé le licenciement. Aujourd'hui, la boîte fait un recours auprès du ministère du Travail et elle s'acharne pour essayer d'obtenir le licenciement. Pour la première fois dans l'histoire de la Poste depuis 1953, la Poste tente de révoquer un syndicaliste, Yann Lemairer, représentant départemental, Sud 92, camarade par ailleurs du NPA, où la boîte veut le révoquer. Ça ne s'est pas vu depuis 1953, la révocation d'un syndicaliste. Et à l'époque, c'était parce que les syndicalistes étaient allés en RDA. Vous imaginez un peu les éléments d'ambiance pour la révocation. Alors oui, aujourd'hui la boîte, en fait, elle mène une répression qui a une ampleur démesurée. Mais cette répression, si elle la mène de façon démesurée, c'est parce qu'en réalité, il y a des bagarres, des luttes qui ne font pas la une des journaux, qui ne font pas la une des télévisions, mais qui en réalité existent de façon combative. Parce que sur toute cette période de 173 jours, en réalité, il y a eu plein d'établissements qui parfois ont fait 4 jours, 5 jours, une semaine de grève reconductible, simplement pour défendre leur position de travail, contre les suppressions d'emplois. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est effectivement qu'on soit un peu en capacité, un peu comme par rapport aux bagarres, et ce que disait Carole sur la nécessité de convergence. Qu'est-ce qui les fout la rage à cette direction de la Poste? C'est que la bagarre qu'on a menée, en fait, on ne l'a pas menée centre par centre. C'est que la méthode et la stratégie qui a été la nôtre, ça a été de faire converger différents métiers, différents centres, et y compris quelles que soient les structures syndicales, en menant la mise en place de comités de grève, en faisant des cortèges intersyndicaux et interprofessionnels lorsqu'il y a eu les mobilisations avec les cheminots, ou y compris une alliance improbable avec les, je m'en rappelle encore, le 12 avril, avec nos collègues intermittents, où on faisait un cortège commun, où d'un côté il y avait des saltimbanques que l'on a appris plus qu'à respecter, à
éprouvé une solidarité importante parce qu'ils ont mené cette bagarre avec nous et ils ont permis sur la fin, en occupant la direction nationale du courrier, faire que l'on gagne. Et de l'autre côté, les postiers qui avaient, de façon un peu plus traditionnelle, leur barbecue avec leur merguez. Et bien cette alliance-là, qui a été importante et qui justement fait aujourd'hui flipper la boîte, ils essayent de casser les comités de grève, ces convergences en termes de bagarre. Et bien de la même manière, ce qu'on dit nous au niveau de la PAS, d'arrêter ces tournées-manèges des grèves et des bureaux de poste qui se font réorganiser les uns derrière les autres, il y a aujourd'hui un enjeu sur la question de la répression, à aussi faire converger l'ensemble des cas. Et pour ça, il y a une première initiative, c'est-à-dire que le 17 décembre, directement là où se prennent les décisions, c'est-à-dire notre ministre de tutelle, Bercy, parce que je vais terminer cette intervention pas en citant Trotsky ou Mandel, mais en citant Benoît Hamon. Vous allez être un peu surpris quand même, parce que Benoît Hamon, le fondeur, et ben en fait, en 2010, lorsqu'on était déjà accusé en réalité de séquestration, à l'époque c'était la droite gouvernée, il était venu nous soutenir. Et Benoît Hamon, il avait dit devant le tribunal, il avait dit « c'est pas possible qu'il y ait autant de syndicalistes qui passent au tribunal sans qu'il y ait un accord avec le gouvernement ». Alors, on reprend cette citation de Benoît Hamon, et on lui rappelle que c'est pas possible aujourd'hui qu'une entreprise comme la Poste, où elle est dirigée majoritairement par l'État, il n'y ait pas possibilité qu'on révoque aujourd'hui un syndicaliste, qu'on licencie des syndicalistes sans qu'il y ait un accord de la part du gouvernement. Et donc on va aller le dire le 17 décembre, dans un cadre qui est unitaire le plus large possible, qui va du PCF, au NPA, l'AMPEP, Solidaire, toute une série de la FSU, au niveau du 92, à Bercy, pour justement commencer à créer cette étape de regrouper l'ensemble des cas de répression qui existent dans notre secteur et faire aussi que ça soit un moment dans lequel les répressions qui existent dans d'autres secteurs, chez les cheminots, au niveau de l'automobile ou y compris au niveau des lycéens, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on se sent profondément solidaire des lycéens de Saint-Denis qui seront pourchassés, comme si on était encore dans les années 30, par la police montée à Basilique et dans les quartiers populaires, ou des camarades comme Gaëtan ou des étudiants à Toulouse qui se font réprimer et qui risquent de la prison ferme. Ça, c'est inadmissible. Si on veut répondre à ça, à cette politique de répression, parce qu'il y a des possibilités de révolte, et ben la seule possibilité, c'est de faire converger nos luttes et faire converger tous ceux qui sont réprimés. Et par rapport à ça, il y a une occasion qui est celle du 17 décembre. On compte sur le NPA, on compte sur l'ensemble des secteurs et on compte sur le fait qu'à un moment donné, et bien évidemment, ceux qui font fonctionner cette société, ils arrêteront de courber les chines et des bagarres comme les nôtres dans des secteurs atomisés montrent que c'est possible de gagner, même si c'est des victoires partielles. Gaël en a parlé, il y a 2 semaines on apprenait la mort de Rémi Fraisse, mort tout simplement pour s'être opposé à un projet inutile, celui du barrage de Sivins. Et aujourd'hui, au lieu de faire profil bas, on a un gouvernement qui s'enferme dans un mensonge d'État et qui continue à interdire les manifs et à criminaliser ceux qui veulent dénoncer la répression policière, comme c'est le cas à Toulouse, où notre camarade Gaëtan va passer donc en procès le 4 décembre pour s'être rendu à une manifestation qui avait été interdite et qui commence à faire partie d'une longue suite d'interdictions de manifestations, chose qu'on n'avait quand même pas vue depuis longtemps. Et un gouvernement qui continue aussi à matraquer nos jeunes, comme c'était le cas en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, et qui durcit le mouvement par rapport aux lycéens. Donc aujourd'hui, on a 2 lycéens qui vont venir nous expliquer un peu les mobilisations qu'il y a eu ces derniers jours. Donc je vais laisser la parole à Kenza et Nathan, qui sont tous les 2 lycéens. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi à Gaël pour le petit clin d'œil qu'il a fait aux étudiants et aux lycéens mobilisés. Donc, moi je suis Kenza, une lycéenne parisienne, et je viens vous parler aujourd'hui des mobilisations étudiantes qu'il y a eu ces derniers jours, donc en réponse à la mort de Rémi Fraisse et aux violences policières. Donc, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, le samedi 25 octobre, Rémi Fraisse se rendait
sur le site du barrage de Sivins, dans le Tarn, pour s'opposer de manière totalement pacifique et militer contre ce projet aux conséquences écologiques désastreuses. Sauf que Rémi Fraisse ne rentrera jamais chez lui parce que dans la nuit du 25 octobre au 26 octobre, il est tué par une grenade offensive lancée par des policiers. Donc cette bavure qui a été qualifiée en fait cet événement qui a été qualifié de bavure en fait par les journalistes n'est absolument pas un dérapage. Il faut savoir que cette nuit-là, il y a des centaines de grenades qui ont été lancées sur le lieu de la zone à défendre. Donc voilà, le samedi 25 octobre, Rémi Fraisse était tué et à partir du jeudi 6 novembre, les lycéens et les étudiants étaient tous mobilisés dans la rue et ont défilé. Donc on comptabilise à peu près une trentaine d'établissements bloqués sur Paris, donc c'est un tiers des établissements. Donc, mais pourtant, il faut aussi avouer que cette identification à Rémi Fraisse, elle ne s'est pas faite de manière automatique. Pour prendre un exemple, l'année dernière, il y a eu aussi des blocus et des mobilisations lycéennes en soutien à Leonarda et Kachik. Et là, c'est clair qu'on s'est identifié de manière beaucoup plus automatique à eux. Pourquoi ? Parce que Leonarda et Kachik, c'était des lycéens sans papier qui risquaient à tout moment de se faire expulser et qui, du coup, étaient beaucoup plus proches que nous. D'autant plus que Rémi Fraisse, voilà, il s'est rendu à Sivins militer, mais Sivins, voilà, c'est une lutte qui a lieu loin de nous, qui a lieu loin de Paris. Et puis parce que même si au fond l'écologie c'est l'affaire de tous, bah, c'est pas forcément une lutte vers laquelle se tournent d'ordinaire les lycéens. Mais pourtant, nous on a été là, on a été mobilisés, on est descendus dans la rue. Pourquoi ? Parce que Rémi, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Ça aurait pu être un lycéen sans papier comme l'était Leonarda et Kachik. Ça aurait pu être un lycéen mobilisé à leur côté, qui les soutenait. Ça aurait pu être un jeune qui se bat contre l'austérité ou encore contre les violences policières. Et c'est justement de ces violences policières dont je suis venue vous parler ce soir. Violences dont je tiens à le rappeler, dont sont victimes, dont les jeunes sont les principales victimes. Que ce soit des lycéens sans papier, que ce soit des lycéens qui militent à leur côté, que ce soit des jeunes des quartiers populaires qui sont sans cesse victimes des répressions policières, que ce soit par des rafles de sans-papiers, que ce soit par des contrôles abusifs aux faciès. Donc voilà. Pour donner quelques exemples, l'année dernière, il y a des lycéens qui étaient venus militer aux côtés de Leonarda et Kachik, qui se sont fait gazer, qui se sont fait matraquer par la police, donc des lycéens de mon âge, de 16 ans, qui n'avaient absolument pas à se faire taper dessus pour leurs idées, donc ce qui est totalement inadmissible. Sinon, on a aussi par exemple une autre illustration des violences policières à Stalingrad le 2 novembre, où une centaine de manifestants ont été embarqués par la police avant même que la manifestation n'ait commencé, par souci de précaution, comme le disaient les forces policières. Donc voilà. Il y a aussi eu à Nantes et à Toulouse des manifestants qui ont perdu ou un nez ou un œil à cause des tirs de flashball, etc. Des exemples comme ça, j'en aurais des dizaines, il y a des dizaines à citer, bien plus. Hier à Saint-Denis, lors des blocages de lycées, l'État a envoyé des policiers à cheval chargés sur les lycéens. Aujourd'hui encore, à Diderot, on a un lycéen qui s'est vu braquer un pistolet dessus par un flic qui a essayé de bloquer son lycée. Donc voilà, c'est des choses qui sont totalement inadmissibles. C'est pour ça qu'on est mobilisés. Je tiens aussi à rappeler, 127 personnes, c'est le nombre de personnes qui se sont fait tuer par la police depuis les années 2000 en France. Donc je tiens à rappeler quand même que la police, elle est là pour notre sécurité, elle n'est pas là pour nous assassiner. Donc voilà, c'est pourquoi les lycéens qui se sont auto-organisés en assemblée générale de manière totalement démocratique ont décidé de se mobiliser, ont décidé de descendre dans la rue, parce que Rémi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être nous. Parce que la jeunesse en a marre tout simplement de se faire matraquer à chaque fois qu'elle est mobilisée, parce qu'on a le droit de défendre nos idées sans risquer de se faire assassiner par un CRS, parce qu'une vie de lutte vaut mieux qu'une minute de silence, et parce que ne pas s'opposer aux violences aujourd'hui, c'est les inviter dans nos rues demain. Donc voilà, c'est pourquoi nous appelons également à la mobilisation demain, vendredi 14 novembre, aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Baba!
Ok, donc, alors, moi c'est Nathan. Je suis militant du NPA et je suis au lycée aussi. Je vais vous parler de ce que, donc très brièvement, de ce que la jeunesse subit et de notre façon de réagir. Donc déjà, en fait, de base, dans l'idéologie dominante, être jeune, c'est être complètement apolitique, c'est être complètement passif. Et quand les jeunes sont mobilisés, ou bien ils habitent à Paris et d'un coup ça devient des gens qui ne pensent qu'à sécher les cours, ou ils habitent en banlieue et d'un coup ça devient des violents casseurs qui ne pensent qu'à brûler des poubelles de leur établissement, etc., etc. Mais s'ils veulent nous décriminaliser à ce moment, en fait, c'est parce qu'ils ont peur que tout explose, vu ce qui nous oblige à encaisser. Et plus que de faire ça, en fait, ils nous humilient. C'est-à-dire que à la mort de Christophe de Margerie, donc je précise, patron de Total, grand ami des dictateurs africains, etc., etc., on décrète le deuil national, la France est en pleurs. En revanche, les manifestations en hommage à la mort de Rémi Fraisse sont interdites et sévèrement réprimées. Parallèlement, l'argent qui est destiné à l'éducation est complètement sacrifié, donc en invoquant la crise, ce qui va plus ou moins détruire notre avenir, en fait, nous les jeunes, et notamment celui des étudiants en travail social qui sont en ce moment mobilisés contre les stages non payés, c'est-à-dire en fait du travail entièrement gratuit. Et parallèlement, cet argent, en fait, il est donné aux patrons et aux flics. Et on trouve ça plus ou moins super révoltant. Et face à tout ça, en fait, les jeunes ne se laissent pas faire. Donc l'année dernière, ils étaient là pour la mobilisation Kachik et Leonarda contre l'expulsion de sans-papiers scolarisés. On était à fond, en fait, on était la proue de tout ce mouvement-là. Pareillement, il y a quelques mois, en réaction au score qu'avait fait le FN aux élections européennes, c'était également les jeunes, en fait, qui étaient à la tête de tout ce mouvement. Et aujourd'hui encore, face aux répressions policières, c'est bien les lycéens et les étudiants qui luttent. Et au final, c'est sûrement la meilleure réponse qu'on peut apporter face aux attaques du gouvernement et aux arguments du FN. Et c'est pour ça qu'on soutient toutes ces manifs, qu'on soutient tous ces blocus et surtout tous ces inculpés qui le sont simplement parce qu'ils ont exprimé leur colère en fait. Et on pense que malgré tout, péter un abribus ou brûler une poubelle, ça suffira pas. Pour nous, c'est tout le système qu'il faut péter en fait. Et ça on le fera avec tous les exploités, avec tous les occupés de ce système de merde, car c'est tous ensemble qu'on va gagner. Je tiens à dire aux lycéens que certains de leurs oppresseurs, les enseignants, en tout cas ceux de Seine-Saint-Denis, seront en grève la semaine prochaine, le 20, autour de la question des moyens, qui sont quand même assez désastreux dans l'éducation nationale, même s'il paraît que c'est la priorité de notre gouvernement. Donc voilà, une petite annonce en passant. Le NPA, c'est aussi, on l'a vu, un parti qui est très impliqué dans les luttes, mais c'est aussi un parti qui est internationaliste et qui s'oppose à la politique impérialiste que mène notre gouvernement. Politique impérialiste qui est responsable du chaos actuel au Moyen-Orient, puisque il y a eu quand même une multiplication des interventions militaires ces dernières années et surtout un soutien systématique à la contre-révolution. Donc c'est pour ça que ce soir on tenait à laisser la parole à notre camarade syrien Gayat Naïsé, qui est militant de la gauche révolutionnaire syrienne. Chers camarades, bonsoir. Soit c'est la grippe ou c'est la chaleur des paroles qui ont exprimé celles et ceux avant moi, qui montrent quand même qu'il n'y a pas de petite lutte, qu'il faut s'engager à chaque fois où il y a une ouverture, il faut s'engager avec les gens dans leur lutte au quotidien. C'est qu'une étape par étape qu'on construit notre chemin pour le changement. Ça m'a vraiment épaté ce que j'ai entendu. Moi qui viens d'un pays qui vit une guerre civile, on dit, une guerre confessionnelle et autres. Cependant, chers camarades, voilà, les grandes puissances impérialistes, encore une fois,
ils ont déclaré une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle guerre, cette fois, sous le titre de la guerre contre Daesh. Voilà. C'est quoi Daesh? C'est un ennemi horrible, sauvage, barbare. À l'entendre, on dirait que ça descend de la planète Mars, d'ailleurs. Mais en fait, cet ennemi qu'ils ont déclaré comme ennemi premier, il n'est rien dans la réalité. Il suffit de reprendre l'histoire ces dernières années. Il n'est rien que le produit et la conséquence de l'intervention impérialiste, et en particulier anglo-américain, en Irak. Parce que c'est un phénomène purement irakien de Daesh. Car qu'est-ce qui s'est passé? En 2003, les armées américaines ont envahi l'Irak pour finir ce qui restait comme infrastructure et comme tissu social. C'était un pays transformé en un pays en ruine sur tous les plans, culturels, sanitaires, économiques, social, tout. Démanteler tout un pays. Ce qu'ils disaient avant leur intervention, que nous allons transformer pour remonter ce pays 50 ans en arrière, ils l'ont fait en réalité. C'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Cependant, pendant les quelques années d'occupation, jusqu'à il y a 3 ans, la résistance les a imposés à quitter ce pays. La défaite des Américains, de l'invasion américaine en Irak, elle est le plus clair. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit la démocratie qu'ils ont annoncée. Avant d'envahir l'Irak, ils ont construit quoi? Ils ont mis en place quoi comme régime? Un régime le plus corrompu, le plus pourri. Il n'a rien de démocratique qu'un quota confessionnel. Ils ont laissé l'État, nouvel État post-colonial, à un dictateur, un nouveau dictateur, Nouri al-Maliki, qui n'a fait que creuser les fossés déjà immenses en Irak. Ça veut dire l'exclusion d'une grande partie de la population, l'appauvrissement d'une grande partie de la population, et aussi une guerre civile confessionnelle. C'est ça la terre, le vivier sur lequel il était, où il a émergé Daesh. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien de libérateur, les composants de cette coalition internationale. Qu'est-ce qu'il est de libérateur? L'Arabie Saoudite, un régime le plus réactionnaire dans la région, le pilier de la contre-révolution régionale, où jusqu'à aujourd'hui les femmes n'ont pas le droit de conduire une voiture. Qu'est-ce qu'il est de révolutionnaire ou de libérateur? Le Qatar ou le pétromonarchie, les autres. Le Qatar qui a influencé, enfin qui a financé, armé le groupe le plus extrémiste djihadiste, il fait partie de la coalition. Qui? La Turquie, qui a ouvert ses frontières, qui a aussi soutenu aussi les groupes islamistes. De quoi? Où est-ce qu'il est, le libérateur dans cette coalition? Donc, il était clair et net, et vrai et juste, ce qu'ils ont déclaré les masses syriennes, ce qu'ils ont manifesté, que, en effet, vous n'êtes pas mieux que le régime en Syrie de Bachar al-Assad, parce que tous les deux, vous ne faites rien d'autre que nous bombarder. Voilà, on en est la conception des masses syriennes vis-à-vis de cette guerre impérialiste en Irak et en Syrie. Alors, c'est quoi l'objectif? Parce qu'ils ont annoncé, d'habitude, l'Amérique, c'est la première puissance militaire dans le monde. L'Amérique, les États-Unis, ils ont pu écraser les talibans en 40 jours. Même le régime de Saddam Hussein, qu'ils ont dit qu'il était le 4e armée dans le monde, ils l'ont écrasé dans une trentaine de jours. Et je vous passe. Pourquoi, soudainement, ils nous annoncent que cette guerre contre ce fléau terrible, qui est le Daesh, va durer 3 ans? C'est bizarre quand même. D'ailleurs, on voit le type de bombardement, c'est à peine, comme je l'ai déjà dit, écrit, c'est 7 raids entre les deux pays par jour, c'est quasiment rien, inefficace, même d'un point de vue militaire. D'ailleurs, on le voit que Daesh n'a pas arrêté son offensive militaire, ni en Irak, ni en Syrie.
Nous pensons vraiment que l'objectif réel de cette guerre n'est rien d'autre que de rétablir l'hégémonie impérialiste américaine dans la région, qui était mise à mal d'abord par sa défaite en Irak et ensuite par le processus révolutionnaire qui sont en cours depuis 4 ans dans la région. L'objectif également d'arrêter en fait ces processus révolutionnaires dans ces régions, dans ces pays de région. Dans ce sens, rétablir un nouveau régime plus allié. D'ailleurs, leur objectif en Syrie, c'est rien d'autre que d'amener une partie de l'opposition à négocier avec une partie du régime pour que les choses se calment, qu'on n'en parle plus de révolution. Le troisième, peut-être, objectif, c'est le Moyen-Orient déstabilisé, c'est une menace réelle pour l'État sioniste qui a pu se permettre à massacrer à nouveau le peuple palestinien sans qu'il y ait un mot de régime arabe, réactionnaire, y compris le régime syrien. Il n'y avait que les manifestants syriens en Syrie qui ont levé les panneaux et les drapeaux palestiniens eux-mêmes sous le bombardement des avions et des barils de Bachar al-Assad. Voilà pour nous vraiment les objectifs de cette guerre déclarée impérialiste des Américains. On nous dit que la situation en Syrie est compliquée. Mais toute situation révolutionnaire est compliquée, même de crise est compliquée, comme le disait Lénine. Il n'y a pas de situation simple. Elle nous dit qu'il n'y a plus de révolution en Syrie. Mais à chaque fois, elle nous dit ça, comme si c'était un film ou c'est la fin. Les masses syriennes nous se reprennent parce qu'on voit émerger ici une manifestation, émerger ici une action des masses. Donc le dernier, je vais vous donner simplement un exemple, les masses à Alep, qui est sous le bombardement, ont manifesté le 11, ça veut dire il y a 2 jours, et pour la première fois depuis de longs mois, on ne voit pas de drapeau islamiste du tout. Il n'y a que le drapeau de la révolution. On dit que la révolution est morte. Elle est finie. Elle est finie, il y a 16 conseils militaires des bataillons de l'armée syrienne libre, qui est une faction démocratique, s'unifient hier, 16 conseils, pour constituer avec un programme démocratique un conseil militaire unifié. On dit que la révolution est morte. Je vous ai parlé dans le numéro, il faudrait que vous l'achetiez, de l'anticapitaliste, de la ville de Salami, qui est un exemple de l'âme de la révolution syrienne, où les coordinations sont encore vivantes, comme ailleurs dans d'autres villes syriennes, où les conseils locaux jouent leur rôle, où le groupe et les forces démocratiques progressistes aussi organisent la résistance au sein même de la ville, qui est elle-même sous l'emprise de régime d'un côté et menacée par les forces de Daesh de l'autre côté. Non, sans vous parler de Daraa, les factions démocratiques de l'armée syrienne libre, ils avancent. Ils ont libéré récemment une grande ville qui est Nawa, et Cheikh Miskin. Ça avance partout, ça avance. La révolution n'est pas morte. Certes, la contre-révolution a avancé, mais l'âme de la révolution, il est encore vivant. Alors, qu'est-ce que les gens, les militants qui sont là-bas, ils aspirent lorsqu'ils regardent. Moi, j'aurais souhaité un jour qu'on puisse faire ça sur Skype, les entendre. Ils estiment que leur lutte là-bas est une partie prenante de la lutte partout. Ils ne se voient pas isolés du reste du monde. Ils regardent ce qui se passe en France, ailleurs. Ils espèrent que ceux qui sont ici ou ailleurs les regardent aussi. Ils espèrent partager les expériences. Il n'y a pas dans leur tête une lutte isolée.
Par conséquent, je vous demande, chers camarades, la fin, ce qu'il a dit à un moment, Lénine, il a dit en 1915, il a parlé de la faillite de l'internationalisme platonique. En effet, on pensait réellement que cet internationalisme platonique est terminé. Mais il y avait d'autres penseurs, d'autres visionnaires qui sont venus après, pour nous rappeler qu'il n'était pas mort. Il y avait Che. Le Che parlait exactement que la lutte, elle est mondiale, toute victoire est le nôtre, toute défaite est le nôtre, où qu'on en soit. Il y avait aussi chez vous un grand penseur qui s'appelle Daniel Ben Saïd. Il a dit le suivant, il a insisté, il a rappelé, la lutte de classe, c'est une lutte à mort, mais il est mondial. Il a expliqué pourquoi. C'est l'échange, la circulation mondialisée, c'est aussi la circulation du capitaux, de la main-d'œuvre, etc. Qu'on ne peut pas imaginer de nos jours une stratégie révolutionnaire isolée dans un pays. Oui, on peut mettre notre programme, mais aucunement on peut négliger l'aspect international de toute politique révolutionnaire. Donc, le temps peut-être sont durs. Aujourd'hui, j'en viens en Syrie, il y a une avancée de la phase de la révolution, ou plutôt de processus révolutionnaire. C'est un moment d'avancée de la contre-révolution, mais ce n'est pas la fin, c'est qu'un moment et la situation elle est changeante. Même s'il s'agit d'une avancée très importante, à aucun moment notre mission, notre tâche est de démissionner. Dès le moment qu'il y a des masses et des gens qui luttent, notre devoir de lutter. Quoi qu'il en soit, notre nombre, nos moyens, notre premier devoir, c'est de s'engager dans la lutte de gens, sans penser d'emblée, avec toute la conviction de vaincre, mais à aucun moment on devait dire d'avance, comme un moraliste quelconque, que nous ne pourrons pas vaincre. On s'engage dans les luttes, on verra. Che, je finirai, je termine. Le Che a emprunté, je vais finir par ça, une phrase que j'adore. Il disait, il est l'heure de brasier, mais il ne faut pas, il ne faut voir que la lumière. Merci. En parlant de solidarité, une un petit peu plus prosaïque, pour vous rappeler que le NPA c'est un parti qui est un parti militant, c'est-à-dire qui vit des cotisations de ses militants, vu que nos derniers résultats électoraux malheureusement ne nous permettent pas de vivre des largesses de l'État, et que nous n'avons pas de gros donateurs comme certains autres partis que nous ne citerons pas ici. Donc pour faire vivre notre parti, nous permettre de continuer à nous investir, y compris dans les luttes et sur un paquet d'autres sujets, et soutenir aussi nos camarades à l'international. Donc on lance une souscription, j'ai un peu envie de vous dire comme chaque année, mais chaque année elle est très importante. Donc voilà, on fait appel à votre soutien. Vous avez, je crois, sur la table au fond des petits cartons. Vous reconnaîtrez aisément le monsieur Barbu qui est dessus. Et voilà, si vous pouvez nous faire un petit chèque, nous donner un petit billet, ça serait voilà, le bienvenu. Je rappelle pour ceux qui ont la chance d'être imposables, c'est déduit de leur cotisation. Bon, et bien maintenant, ce meeting va bientôt toucher à sa fin. Il reste la lourde tâche
d'introduire le dernier intervenant, j'ai envie de dire militant au NPA et postier. Chers amis, chers camarades, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je pourrais faire une longue litanie des renoncements politiques, des promesses non tenues, des phrases de droite tenues par un gouvernement de gauche, mais on n'a franchement pas le temps. Donc j'ai décidé de faire autrement, de commencer mon intervention par deux promesses tenues ou en phase de l'être, ça changera un petit peu. La première, en phase d'être tenue en termes de promesses de la part du Parti Socialiste, c'est Manuel Valls qui l'a faite. Il y a quelques semaines, pour ceux qui s'en souviennent, c'était au Conseil national du Parti Socialiste, et il a dit à un brin goguenard, oui, la gauche peut mourir. Et sans faire de fausses polémiques au NPA, vu la dynamique, et le dynamisme et le zèle même qu'il met pour ça, on pense que c'est un objectif qui sera peut-être même atteint avant le quinquennat, c'est-à-dire qu'il aura eu la peau de cette gauche-là. Deuxième objectif, tenu cette fois-ci. C'est déjà plus rare. De François Hollande, c'est encore plus rare. Qui a une conférence de presse au mois de septembre, a expliqué aux journalistes, quand je suis arrivé, il y avait des déficits partout, la France était au bord du gouffre. Avant de rajouter, lui-même, et quelques jours après, cette fois-ci devant un parterre d'une centaine d'entrepreneurs, nous avons maintenant enclenché la marche en avant. Et je vous laisse méditer sur celui qui revendique le fait d'avoir passé une marche en avant, juste après avoir dit que la France était au bord du gouffre. Il a pris l'engagement d'être collé au fond. Ils sont collés au fond, la promesse est tenue. Ils sont englués au fond. C'est d'ailleurs plus une situation politique, c'est de la glu. On a un gouvernement qui est enlisé dans les différents bourbiers à travers lesquels la crise du capitalisme puise ses racines. Une crise économique, une crise sociale, une crise écologique, et puis maintenant une crise politique qui prend le dessus, indémêlable, qu'en ferait presque oublier les autres crises, pourtant elles existent, mais une crise politique qui prend le dessus parce que chaque jour a son rebondissement. Chaque jour, les boules puantes, chaque jour, une nouvelle affaire, chaque jour, un nouveau scandale. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé 3 nouveaux Cahuzac dans les rangs de l'UMP. Pendant la semaine, on nous a amusés entre l'affaire Juillet-Fillon pour ceux qui ont suivi, hein, c'était passionnant quand même, chaque jour. Qui a poignardé l'autre, qui est Nabila, franchement, on s'en fout royalement. Nous, NPA, au cœur de l'appareil d'État, parce que c'est venu illustrer ça un peu plus, on savait depuis belle lurette qu'il y en a qui sont en effet payés pour conseiller une fois à gauche, une fois à droite, rester copains avec les uns, puis avec les autres. Et après, on s'étonne et on va faire des grands cours de civisme sur le fait que des millions de personnes ne font plus la différence entre la gauche et la droite. Et la faute à qui? Et si des millions de personnes ne font plus la différence entre la gauche et la droite actuellement, c'est sûrement pas parce que la droite aurait mené une politique de gauche quand elle était au pouvoir. On l'aurait vu passer. On ne fait plus la différence entre la gauche et la droite parce que cette gauche-là, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, elle mène une politique toujours plus à droite. Alors il y a plein d'analystes qui nous posent la question, comment se fait-il que cette situation profite plus au Front National qu'à la gauche anticapitaliste? Bon, on ne part pas du même point de départ dans ce cadre-là. Il y a une radicalisation à droite de toute la classe politique, qui donne de la force aux idées de droite, aux forces de l'ultra-droite, et qui discrédite les idées de gauche. Et puis qui les discrédite salement. Parce que je peux vous dire que dans la classe ouvrière aujourd'hui, dans la jeunesse ou dans les quartiers populaires, pour beaucoup, la notion de gauche, ça ne veut plus dire grand-chose, et ça risque d'être durable. Et quand on rajoute à ça la corruption quasiment à tous les étages, on a compris ce qui est en train de se passer. Et alors là, dans les affaires, on a l'impression qu'on a affaire à un concours. Donc il y a le champion de toute catégorie, parce qu'il est toujours là, c'est Nicolas Sarkozy et ses casseroles. Genre de casserole qui ne stimule pas franchement pour aller cuisiner, mais plutôt pour postuler au titre de président de la République dans l'espoir d'obtenir l'immunité présidentielle. Quand on a choisi entre la tôle de Fleury-Mérogis et l'or de l'Élysée, évidemment pour lui le calcul, il a vite été fait, mais il n'est pas seul. On avait eu Cahuzac et ses comptes en banque, plus tous ceux qu'il a fait pousser au sein de l'Assemblée nationale. On a eu, pour ceux qui s'en souviennent, M. Thévenoud, qui était à la commission des finances. Alors lui, il ne pouvait pas payer ses impôts, il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il a dit qu'il avait la phobie administrative. Il aurait voulu, mais il ne peut pas, c'est une phobie administrative, il ne peut rien. On en a eu un récemment encore, il est beau au gouvernement, c'est M. Carrez, toujours à la commission des finances. Lui, il a eu des petits problèmes avec le fisc. Donc je vous dis ça parce que visiblement c'est à la commission des finances que tout se passe. C'est un peu leur quartier général, si jamais vous avez des problèmes. Postulez à la commission des finances de l'Assemblée nationale, visiblement c'est là que ça se passe. Quand on a cette situation dont on discute tous et toutes, au boulot, dans la famille, au quartier, évidemment qu'on n'a pas simplement un pouvoir qui est discrédité. C'est les partis traditionnels qui sont discrédités. C'est les partis du système qui sont discrédités. Parce que le système lui-même est discrédité. Et dans les partis du système, nous on inclut le Front National.
c'est-à-dire les partis qui postulent à devenir partie du système. Les raisons qui aujourd'hui expliquent l'ascension du Front National pourraient parfaitement devenir, potentiellement demain, les raisons qui pourraient balayer le Front National de la scène politique en quelques semaines. Mais attention camarades, pour le meilleur ou pour le pire. Ça pourrait être aussi au profit d'un groupe radical encore plus à droite que lui, c'est Pierre-Yves Anglès. Parce que c'est les institutions qui sont discréditées, c'est la Ve République qui est discréditée. Alors avec Hollande, on nous avait prévenu que c'était le roi de la blagounette, mais là le Canard enchaîné vient de sortir que vraiment, en effet, il avait le sens de l'humour, il a sorti, c'est quand même merveilleux, qu'être président de la République, c'est assumer le fait d'être impopulaire. Alors si c'est ça être président de la République, il faut lui dire, il est président, c'est sûr, c'est même le meilleur président qu'on ait eu depuis belle lurette, parce que l'Élysée est devenu un château de sable. Et je vous dirais même que, dans la situation actuelle, quel que soit le locataire de l'Élysée, l'Élysée deviendrait un château de sable. Parce qu'au-delà même des institutions de la Ve République, il y a une certaine idée de la représentation politique qui est en train de mourir. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Celle d'une classe politique où, aux yeux de tout le monde, on peut être dans un gouvernement un jour, partir dans le conseil d'administration d'une grande entreprise le lendemain, puis revenir au gouvernement, voire reprendre ses études pour devenir dirigeant d'une grande entreprise sans que ça choque plus personne, parce que c'est la politique business, métier, profession. Et tant que démocratiquement on n'empêchera pas en politique de pouvoir faire carrière, il y aura du carriérisme, il y aura des carriéristes, et il y aura de la corruption. C'est pour ça que dans ce contexte-là, quel que soit le locataire de l'Élysée, l'Élysée restera un château de sable. Sauf si le locataire pense à une option un peu plus radicale, un peu plus autoritaire, voire totalitaire. Alors on n'en est pas là, c'est vrai, mais on ne peut pas s'empêcher de faire un tout petit lien entre l'impopularité du gouvernement et la répression dont on a tous parlé à cette tribune. Plus le gouvernement est fragile, plus il tape fort. On disait souvent, le libéralisme, c'est moins d'État social, donc plus d'État pénal. On est en plein dedans. On a un gouvernement, et Gaël l'a expliqué à juste titre, qui ne fait pas que sanctionner les syndicalistes dans la criminalisation du mouvement social. Il cherche à faire des exemples. C'est peut-être encore plus redoutable. À dire à tous nos collègues, attention, si vous pensez à résister, à faire grève, ne serait-ce qu'à l'ouvrir, il vous arrivera la même chose. Les mises à pied, les conseils de discipline, les licenciements, il a annoncé quelque chose. Les révocations qui ne sont pas arrivées depuis 1953, il a annoncé quelque chose. Les peines de prison pour nos camarades de la Confédération paysanne, avec sursis, soit parce qu'ils s'opposent à l'usine des 1000 vaches, une usine d'agro-business. Les manifestations interdites. On avait déjà vu, là, cet été, au moment des manifestations pour la Palestine, avec le procès de notre camarade Alain Pojola, et d'ailleurs le parquet a fait l'appel, ça en dit long. Ce qui se passe actuellement avec la séquence de Rémi Fraisse, le procès de Gaëtan et puis tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement qui, à un moment donné, a décidé en effet de passer en force. Et quand on met un climat comme celui-ci, bien sûr qu'à un moment ou à un autre, ça dérape, entre guillemets, et ça a dérapé à Sivins, avec la mort de Rémi Fraisse. Et bien sûr que le gouvernement est coupable. C'est la faute de personne. C'est ça qu'on est en train de nous dire actuellement. Le gouvernement, il est coupable avant, pendant et après. Avant, parce qu'il y a eu 2 mois de tensions policières qui ont été orchestrées sur place par le gouvernement qui voulait tuer dans l'œuf la contestation. Pendant, là les camarades l'ont expliqué, mais là maintenant on a les dossiers, c'est con pour eux. Où on sait qu'au bout de 2 heures minimum, il y a un rapport médico-légal qui a fait le rapprochement entre la mort de Rémi et l'utilisation d'une grenade offensive. Et pendant 48 heures, ils ont menti à des millions de personnes, sciemment, en connaissance de cause. Coupables après, à nous faire croire que Rémi serait mort pour rien et de rien. Pour rien, ça c'est le député PS du Tarn, alors lui il y est allé, mourir pour ses idées, c'est un peu bête et stupide, hyper digne. On n'a entendu personne gueuler, dans le Parti Socialiste, j'entends. Et mort de rien, parce que finalement, là, à l'heure où on parle, c'est toujours la thèse de la gendarmerie nationale qui est retenue. Il est mort dans un tragique concours de circonstances. C'est ça qu'on nous dit. Ben, il n'est pas mort dans un tragique concours de circonstances. Rémi est mort parce qu'un garde mobile a lancé une grenade offensive avec d'autres sur un groupe de manifestants. Ce garde mobile n'aurait pas pu le faire sans l'aval, l'ordre d'un responsable d'un escadron, qui lui-même n'a pas pu le faire sans l'aval de la préfecture du Tarn, qui elle-même n'a pas pu le faire sans le ministère de tutelle. Ça n'existe pas. Il y a une chaîne de responsabilité, elle existe. Et c'est pour ça que c'est légitime. Et bon sens que ça fait du bien de voir des lycéens descendre dans la rue pour réclamer les démissions de Cazeneuve, parce que c'est bien ça dont il est question actuellement. Sa démission, ce serait juste un acte de salubrité publique, même si ça ramènera pas Rémi.
C'est bon de savoir qu'à la faculté du Mirail, aujourd'hui, ils étaient 1200 en Assemblée Générale pour obtenir la transparence et la justice par rapport à Rémi Fraisse. Parce que ce mouvement-là, plus efficace que tous les discours, il touche à un vrai tabou politique. Je dis ça parce que la mode est au tabou. Vous savez, quand on fait passer des sales mesures, qui en fait datent depuis 30 ans, hein, on nous dit « Ah, il y a les tabous en France, des gros blocages ». Bah, s'il y a bien un tabou, c'est bien la question du rapport entre la police et la population, et notamment dans les couches populaires, les quartiers populaires. Parce qu'au-delà des manifestants, on pourrait parler, c'était tout à l'heure dans les slogans, de Mouchine et Laramie à Villiers-le-Bel, de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois, d'Aliziri à Argenteuil, d'Hakim Ajimi à Grasse, j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire tous ces cas où la justice, bizarrement, met des années et des années à prendre des sanctions quand elle en prend, alors que de l'autre côté, il y a des comparutions immédiates. Ça, c'est un tabou en politique. Et il faudra l'aborder. Et l'aborder d'autant plus, je dirais, spontanément, que ça touche à la question de la crise politique. Parce que le gouvernement, peut-être mieux que nous, il a compris, en ce moment, qu'à la moindre contestation, il peut y avoir la fameuse étincelle qui peut mettre le feu à toute la plaine, parce que tout le monde connaît le mécontentement. Et du coup, la crise politique prend le dessus, y compris sur les autres crises, qu'on ne devrait pas oublier pour autant. La crise financière et économique, d'abord. On n'en est jamais sorti depuis 2008. Ils nous ont raconté des salades. La spéculation financière, elle se porte bien, merci. Les produits financiers, alors maintenant ça change de place, il faut un GPS pour s'y retourner, hein, parce que en gros on ne fait plus comme avant. On parle d'ETF, d'OTC, c'est des produits financiers qui circulent toujours plus vite sur le marché de la bourse, portés par des fonds, et leur montant a été multiplié par 3 en 3 ans. Vous dire que la finance se porte bien. C'est-à-dire que même en période de récession économique, quand on fabrique un peu moins de richesse qu'avant, voire quand on n'en fabrique plus du tout, le capital et les secteurs de la finance du capital s'arrangent pour s'approprier proportionnellement toujours plus de richesse pour, au minimum, je dis bien au minimum, maintenir leur rémunération, voire l'augmenter. Du coup, les dividendes des actionnaires, c'est-à-dire leur argent de poche, dans la valeur ajoutée, dans la création de richesse, elle est à 9%. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, en pleine crise financière. La part des dividendes des actionnaires, elle est de 12,5% dans la masse salariale, alors qu'elle était de 4% au début des années 80. Merci, la finance se porte bien. On a même des dingueries, des aberrations, des vraies dingueries. Les fameuses entreprises du CAC 40, on a un peu dans le collimateur, elles ont pu voir, par exemple, en l'espace de 2 ans, leur profit passer de 80 milliards à 48 milliards d'euros. Vous me direz, c'est que 48 milliards. Ça fait déjà beaucoup quand on ramène aux fameux déficits avec lesquels on nous culpabilise. Mais ça fait une perte. Et bien même dans ces cas-là, la rémunération des actionnaires, elle est restée stable à 40 milliards, c'est troublant. Sur les dernières années, la rémunération des actionnaires du CAC 40 est toujours à 40 milliards, même quand il y a 48 milliards de profit. Ça veut dire que le ratio est énorme. Plus de 80%. Et il n'y a pas qu'en France, aux États-Unis, c'est la même. Les Échos, par exemple, je vous conseille ce journal, a souligné le fait que Wall Street, là, récemment, avait accordé, pour ses plus grandes entreprises, 95% de ses profits à des actionnaires. Soulignant le fait qu'en 10 ans, le rachat des titres avait augmenté de 30%, c'est-à-dire la spéculation, quand l'investissement, lui, avait baissé de 50%. Ça veut dire que les capitalistes, ils sont même capables de faire grève, eux aussi. Mais ils font grève sur les investissements, pour être sûrs de stabiliser leur rémunération, parce que pour eux, c'est trop important. Et du coup, l'éditorialiste des Échos s'inquiète. Donc si même aux Échos, ils s'inquiètent, il faut peut-être en prendre la mesure. En disant la dernière fois que le S&P 500, c'est comme ça que ça s'appelle, on ne voulait pas, les grandes entreprises de Wall Street, a autant gâté ses actionnaires, c'était en 2007, à la veille de la plus grave crise financière mondiale. Vous savez, celle où on a vu les bulles spéculatives exploser dans nos 20 heures télévisées, souligner les contradictions du système capitaliste. Et bien c'est le retour des crises. C'est le retour des bulles. Sauf que c'est pas les bulles d'avant, c'est des nouvelles, encore plus explosives et mondialement déployées. Encore plus explosives, pourquoi? Parce qu'on a tous compris que l'endettement privé des banques est devenu l'endettement public, puisque c'est avec l'argent de nos impôts qu'on a renfloué les banques. À hauteur de centaines de milliards d'euros, centaines de milliards de dollars. Ces banques qui étaient vérolées par des titres pourris. Ils sont où ces titres pourris? Ils sont partout maintenant. Et mondialement déployés, pourquoi? Parce que même des puissances vers lesquelles le système capitaliste mondial lorgnait un peu dans l'espoir d'absorber un peu sa crise de surproduction, comme la Chine, parce que c'est un grand pays, il y a de la population, il y a de la croissance, même ces pays-là sont concernés par la spéculation et par des nouvelles bulles qui peuvent exploser, peut-être dans le domaine de l'immobilier. Et en France, tous les choix du gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'aggraver ces contradictions-là.
Les politiques d'austérité, d'abord, ça on les connaît. Vous écoutez Hollande, maintenant c'est la blague de Coluche sur le bon président. Coluche disait un bon président de la République, c'est celui qui dit aux Français expliquez-moi vos besoins et je vais vous dire comment vous en passez. Et ben, c'est exactement ce que nous fait Hollande avec les politiques d'austérité. On fait la pâche à des millions de personnes, on bloque les salaires, on bloque les retraites, on augmente la fiscalité indirecte, du coup la population ne peut plus acheter ce que la société produit, donc ça alimente la récession économique, mais il y a pire. Il y a une posture idéologique qui disqualifie le gouvernement, qui est la fameuse politique de l'offre. Vous avez remarqué, Hollande, il parle que de la politique de l'offre, du matin jusqu'au soir. Sauf que quand on se penche sur l'état réel des entreprises industrielles elles-mêmes disent qu'elles ne souffrent pas tant d'un problème d'offre. Elles ont d'abord un problème de demande. Elles n'ont plus de carnet de commandes. La plupart des entreprises industrielles aujourd'hui, elles ont des marchandises qu'elles n'arrivent plus à écouler. Elles sont en surcapacité de production, c'est-à-dire le cœur de cible, je dirais, de la crise du capitalisme, qui est sa contradiction pour nous indépassable en tant que marxistes. Et qui dit crise économique, dit cette crise qui la suit comme son ombre, qui s'aggrave avec elle, celle qui est invisible en ce moment de la classe politique et des médias, c'est la crise sociale. À croire que la pauvreté n'a plus de visage dans ce pays, à croire que la précarité n'a plus de visage dans ce pays, à croire que le mal-logement est réglé, à croire qu'il n'y a pas des drames qui se nouent actuellement dans les couches populaires, et notamment pour les familles monoparentales qui ne peuvent plus vivre, à croire qu'on n'a pas des catastrophes sanitaires face à nous, en perspective. Parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus une personne sur 5 qui renonce aux soins faute de moyens. C'est une personne sur 3. Ça en dit long sur le fameux système de protection sociale et sur l'état de la crise actuelle. Et puis il y a ce seul chiffre qui résume à lui seul la mi-mandat d'Hollande, c'est-à-dire les 500 000 chômeurs de plus. 5 400 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Un demi-million de chômeurs de plus, l'équivalent d'une ville comme Lyon. Ils ont fait une ville comme Lyon faite de chômeurs et de chômeuses, qui ont des noms, des prénoms, des vécus, des parcours, qui n'intéressent plus personne dans ce pays. Enfin là, j'y vais un peu fort. Parce qu'on ne peut pas me reprocher au gouvernement de mener campagne contre le chômage, puisqu'il le fait. Alors pas contre les licencieurs, hein. Pas contre les licencieurs de GAD en Bretagne, pour ceux qui ont vu, la grande mise en scène, le grand spectacle. Les deux files des salariés de GAD, une à gauche, une à droite. Ceux qui sont gardés, ceux qui sont virés. Avec un badge, tu restes ou tu restes pas. Ils l'ont mis en scène, le fameux tri sélectif, sous nos yeux. Et le gouvernement, plutôt que de s'attaquer aux licencieurs, il a trouvé une autre méthode. Il va mener campagne contre le chômage en s'en prenant aux chômeurs eux-mêmes. Avec deux artistes à l'appui, Macron et Rebsamen. Alors Macron, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un homme politique qui n'a pas de tabou, justement, on en parlait, si ce n'est un peu son passé, c'est-à-dire dès qu'on redit qu'il a été banquier dans la banque Rothschild et qu'il est devenu millionnaire par rapport à ça, il s'énerve, il craque. Donc là, la dernière fois, il était impatient, j'en ai ras-le-bol qu'on s'attarde que sur 4 ans de ma vie. Avant, j'ai été 8 ans haut fonctionnaire d'État. Ça veut dire qu'en plus d'être homme d'affaires, c'est un grand bureaucrate. Merci, ça nous rassure vachement. Et ben Macron, lui, il pense qu'on peut renier sur les indemnités des chômeurs. C'est son vécu qui doit parler. Quand il y a une retraite chapeau de M. Mestralet, GDF Suez, 21 millions d'euros, on ne peut rien faire, désolé. Et puis il y a son complice, M. Rebsamen, alors lui, il a distillé du vrai venin, en expliquant qu'il y avait 350 000 emplois qu'il ne trouvait pas acquéreurs en France. C'est du venin, vous le savez comme moi, parce que ça, on sait que ça reste dans la rétine de beaucoup de monde. Entre ceux qui ont encore un boulot et ceux qui n'en ont plus. En disant quand même, les chômeurs, plutôt que de gueuler, feriez mieux de commencer par accepter le boulot qu'on vous propose. Il a menti sciemment sur les chiffres, confondant emploi vacant et offre d'emploi non pourvu. Emploi vacant, c'est une notion vague, mal définie. Les offres d'emploi non pourvues en France, elles sont dérisoires. Il n'y en a que 4%, c'est une goutte d'eau. La fraude à Pôle emploi, ramenée à toute la fraude de l'État, c'est 0,84%. C'est une goutte d'eau, c'est dérisoire. Par contre, il y a des tas de chômeurs dans ce pays, qui soit mal informés, soit culpabilisés, vont pas toucher leurs prestations ou pas l'entièreté de leurs prestations. Et ça, on estime que ça représente 12%. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne parle pas de crise sociale. Et puis, il y a enfin la crise écologique qui, s'il n'y avait pas eu le drame du barrage de Sivens, ça aurait été complètement anecdotique, à croire que le gaz de schiste n'est plus d'actualité. Alors le gaz de schiste, pour ceux qui ont remarqué, c'est un projet en général qui sort par la grande porte et qui a tendance à revenir par la fenêtre régulièrement. Le nucléaire, plus question. Et puis, alors la grande boutade, la transition énergétique et le sommet climatique, puisque là, on n'est pas dans l'ambiance, mais sachez-le, d'ici la fin de l'année, il y aura un grand sommet climatique en France. Il est tellement grand, ce sommet, que ceux qui vont grimper ne vont pas vite être essoufflés.
Surtout que M. Macron, toujours lui, vous allez croire que je suis une fixette, propose de monter en autocar. Parce que dans la batterie de ses propositions, M. Macron, il propose de libéraliser l'autocar pour qu'il y ait plus de voyageurs sur les routes. Super bonne idée quand on connaît l'impact des transports publics en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui s'en souviennent, pour le transport marchandises, la libéralisation du service public du fret, c'est-à-dire des marchandises qui étaient sur les rails et qui sont passées sur les camions, ça aboutit à 3,5 millions de camions supplémentaires tous les ans. C'est super écologique leur truc. Alors du coup, j'ai une petite citation, une petite devinette pour vous. Qui aurait pu dire la phrase suivante ? Les patrons du secteur énergétique devraient être condamnés pour crimes contre l'humanité et contre l'environnement parce qu'ils bloquent la transition énergétique pour défendre leurs propres profits. Ça pourrait être du NPA. C'est pas d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas du gouvernement. Ça, c'est le responsable en chef, climatologue de la NASA devant le Congrès américain. Alors, faire en dessous, c'est un peu compliqué. Et bien, le gouvernement, ils font franchement en dessous, ça ne les dérange pas plus. Donc la crise écologique, elle est devant nous. Quand on a ce degré de crise-là, qui a enraciné ce marasme, nous, NPA, ce qu'on vous propose, c'est de riposter. D'abord, de recourber la tête, d'arrêter de courber les chines, de retendre un peu sa colonne vertébrale et de dire, maman, ça suffit. Il y en a beaucoup qui se posent des questions autour de nous. La résignation, pour nous, c'est pas un sortilège, sauf pour ceux qui l'acceptent. Et c'est important, oui, surtout en ce moment, qu'il y ait des courants politiques qui assument d'aller à contre-courant, de l'air du temps qui est pollué, qui est empoisonné, qui est nauséabond, où en fait le discours politique ambiant, c'est de rendre coupables les victimes de la crise économique, les chômeurs, les immigrés, les salariés, j'en passe et des meilleurs. Et puis le retour de l'ordre moral. Oh, ils ont même voulu interdire une exposition de Titeuf sur le zizi sexuel. Je n'invente rien, il y a eu des pétitions et des rassemblements. C'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est deux choses. D'abord, défendre nos propres solutions pour sortir de ce marasme, en arrêtant de demander aux politiciens professionnels de le faire pour nous. Et du coup, elle est liée, c'est défendre ses propositions nous-mêmes. Je pense que trop longtemps, on s'est reposé sur les politiciens en disant quelque part, pour ceux de gauche, entre guillemets, c'était nos avocats. Ils feront nos plaidoyers, ils feront nos plaidoiries. Puis il n'y en a pas qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas des avocats, c'est nos juges. Ils en font partie. Il n'y a pas d'autre solution que de défendre nos propres propositions, celles qui existent, celles qui naissent de nos combats quotidiens, sur des questions d'écologie, sur des questions sociales, économiques, démocratiques, écologiques. Abandonner le gaz de schiste. Arrêter les projets inutiles, même quand ça remet en cause les intérêts de la compagnie Gascogne de l'eau, à Siemens. Quand ça remet en cause les intérêts économiques de Vinci, pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes, ou quand ça remet en cause les intérêts du groupe Rami pour l'usine des 1000 vaches, parce que quand on est écologiste conséquent, on est forcément anticapitaliste. Il faut remettre en cause les intérêts de ces groupes-là. Sinon, on s'arrête à la moitié du chemin. Nous, ce qu'on propose, c'est d'exproprier les intérêts capitalistes du secteur énergétique, qu'on protège ce secteur de la loi de l'offre et la demande, en faisant un service public unique, parce que c'est le seul moyen de pouvoir sortir du nucléaire et en même temps lutter contre le réchauffement climatique. Sur les questions sociales, là aussi, on a un plan d'urgence, fait de partage du temps de travail et de partage des richesses. Parce que si on ne se pose pas le problème, nos dominants, eux, ils ne se le posent même pas, ils le pratiquent. Partage des richesses, c'est l'augmentation des salaires, un vrai tabou en politique. D'augmenter les revenus au minimum de 300 € net par mois, parce que les camarades de Royal Monceau et d'autres ont prouvé que c'était possible. Alors la camarade ne l'a pas expliqué, mais pour s'être rendu sur la grève, il faut même savoir pour la petite histoire que les salariés gagnaient en un mois moins qu'une nuit de la chambre la moins chère de cet hôtel de luxe. Comme quoi des richesses là-bas, comme partout, il y en a. Et puis si on n'augmente pas les salaires, je vais vous dire quelque chose. Il y en a en haut, ils s'en occupent pour nous. C'est Hollande. Parce qu'Hollande, quand à son dernier rendez-vous, il a expliqué, il faut de façon pérenne diminuer les cotisations sociales. Il nous dit quoi? Il nous dit on va bloquer les salaires. Parce que les salaires, c'est pas que le salaire net, c'est le salaire socialisé, et ensuite il y a le capital. Quand on rogne les cotisations sociales, c'est le capital qu'on demande. Partager le temps de travail. Parce qu'avec la loi d'interdiction des licenciements, c'est le seul moyen de lutter efficacement contre le chômage. Travailler moins à l'intérieur des boîtes pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi, ça passe par une réduction radicale du temps de travail. Sur les questions économiques, casser un tabou. Toutes les politiques d'austérité, elles sont nées au nom d'une mystification, l'endettement. Les déficits qu'on nous explique même pas, ils existent, donc il faut se serrer la ceinture. Et vous savez, les déficits, dans le monde entier, c'est un marché extrêmement juteux. À coup de taux d'intérêt, il y a des fonds qui spéculent et qui gagnent beaucoup d'argent.
Et tant qu'on laissera la possibilité à ces fonds de pouvoir spéculer sur les déficits publics, eh ben, il y aura des déficits publics parce que c'est un marché beaucoup trop important. Et nous, on a une NPA, ce qu'on propose, c'est de virer tous les vautours du capital, tous les vautours de la finance, du secteur du crédit et de la banque, en mettant un service public et le monopole de l'activité, en arrêtant de rembourser les intérêts de la dette, là, tout de suite, maintenant, et en réclamant une enquête publique pour savoir qui crédite qui, comment, sur la dette publique. Ce serait l'occasion démocratique d'avoir le contrôle et de constater l'illégitimité de cette dette qu'il faudra pour nous annuler. Et puis ce sera revenir sur des lois, françaises ou européennes. Françaises, elles datent de 1973, européennes, elles sont dans tous les traités existants, qui imposent, je dis bien qui imposent par la loi en état endetté, d'emprunter auprès des marchés financiers. C'est-à-dire que là, à cause de la loi, un État endetté n'a pas le droit d'emprunter auprès d'une banque publique. Alors vous me direz, c'est pas la moindre des contradictions de la construction européenne, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez peut-être vu que la Commission européenne part en guerre contre les paradis fiscaux. Commission européenne dirigée par l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui va lutter contre les paradis fiscaux. Où ça? En Luxembourg. Bah voyons, au cas où on n'ait pas compris ce qui est en train de se passer. Et puis sur les questions démocratiques, là aussi il y a des mesures importantes à prendre. Et je pense notamment aux questions de discrimination et aux questions de racisme. Alors oui, en France, il y a un gros problème. Et le gros problème en France, c'est pas l'immigration, parce que pour nous, l'immigration est une chance. Et on l'assume, et on est fiers de le dire. Le seul problème en France, c'est le racisme. C'est un Front National à 25%. C'est dans le sillon de l'ascension du Front National des groupes nazis, néo-fascistes, qui reprennent le pavé impunément et qui donnent le coup de poing. Ce qui est la honte en France, c'est d'avoir une classe politique qui court après l'idéologie du Front National et qui la met en partie en application. En démantelant le camp des Roms, par exemple, sans qu'il y ait plus de réaction que ça. C'est ça le gros problème. Alors face à ça, ouais, faut qu'il y ait au moins quelques courants politiques qui assument fièrement d'être antifascistes et antiracistes. Antifascistes au point d'aller manifester contre le congrès du FN à Lyon. Antiracistes au point d'être solidaires de la marche des sans-papiers qui se tient actuellement à Rome, pour réclamer l'égalité des droits intégrale, la liberté de circulation, l'ouverture des frontières, la liberté d'installation, le droit de vote des immigrés et la régularisation de tous les sans-papiers, et pas au cas par cas. Alors cette proposition, ce plan de mesures d'urgence, il existe. Ce sont nos solutions. Et la deuxième et dernière proposition, c'est que du coup, ces solutions-là, on vous propose de les défendre nous-mêmes. Nous-mêmes. Et on a un terrible problème. Un problème majeur. On a un terrible adversaire quand on veut appliquer ces solutions-là. Il y a un très beau documentaire qui va bientôt sortir de Carmen Castillo, qui célèbre précisément la mémoire de Daniel Ben Saïd, où il y a une scène absolument géniale d'un syndicaliste bolivien qui a participé à une grande insurrection contre la privatisation de l'eau et qui a dit « Dans notre combat, notre principal adversaire, c'était pas le gouvernement, on s'est trompé. Notre principal adversaire, c'était pas les multinationales non plus. C'était même pas les banques. C'était même pas l'impérialisme. Le principal adversaire, c'était nous-mêmes. La peur de nous-mêmes. Le manque de confiance en nous-mêmes. C'est cette confiance qu'il faut retrouver. Et pour ça, on voit rien d'autre que des lieux de convergence sociale et de rassemblement politique pour le faire. De convergence sociale, ce sera le cas entre autres de la manifestation de samedi qui partira à 14h. On ira remanifester avec ceux et celles avec qui on avait manifesté le 12 avril. Contre le budget, pour défendre la sécurité sociale, contre la politique du gouvernement. Parce que ça a un sens de donner la voie de la convergence possible. On le fera le 18 aussi. Il faut donner un point d'appui à nos luttes locales pour gagner, parce qu'on peut gagner. Et parce qu'il y a un sens politique dans ces luttes-là. La politique a horreur du vide, camarades. À chaque fois qu'on laisse le pavé vacant, d'autres l'occupent à notre place. Et notamment l'ultra-droite, l'extrême droite. Et on a vu à quel point c'était pénible de les voir défiler sous les héros. Et à quel point c'est plus utile d'avoir des cortèges salariés du mouvement ouvrier de gauche défiler contre le gouvernement plutôt que des cortèges de droite. Du coup, c'est un appel solennel et fraternel qu'on lance aussi au restant de la gauche radicale, pour l'appeler comme ça, s'il faut l'appeler comme ça. Parce qu'il paraît, d'après les brillants analystes, que le problème entre le FN et la gauche radicale qui expliquerait le petit écart, c'est que la gauche radicale ne postulerait pas assez à 2017. Bah nous, on pense que dans la gauche radicale, il y en a qui postulent un peu trop à 2017, et qui ferait mieux de postuler à ici et maintenant, un petit peu plus, et à assumer et à revendiquer le fait qu'on souhaite que ça craque avant 2017, parce que ça peut craquer avant 2017. Simplement, il faut que ça craque bien, et pour que ça craque bien, il faut militer, assumer, revendiquer qu'on souhaite qu'il y ait quelque chose qui bouscule le jeu traditionnel.
Et à part le fait qu'il y ait l'irruption de centaines de milliers de personnes sur la scène sociale et politique pour reprendre confiance dans leur propre force, on ne voit pas quoi faire. D'autant plus que c'est possible. Rien n'est inéluctable. C'est une bataille politique et assumée en tant que telle. En tous les cas, c'est le sort qu'on réservait à tous les gouvernements de droite, ou qu'on cherchait à réserver à des gouvernements de droite à chaque fois qu'ils étaient là. Et pourquoi on ne le ferait pas pour ce gouvernement qui mène la même politique, puisqu'on est plein à le dire en ce moment. Ce ne serait pas croire à ce qu'on raconte. Et puis ce sera ma conclusion. Les lieux de convergence sociale, ça ne suffit pas. Il faut des lieux de rassemblement politique. Le NPA, c'est son projet. C'est pour ça qu'on vous propose de militer avec nous pour tenter, je dis bien tenter, de tenir tête aux politiciens, aux dominants en général. Mais d'au moins de faire quelque chose. De participer humblement à un projet plus global, qui consiste à vouloir rassembler, fédérer toutes les forces anticapitalistes, tous les militants anticapitalistes, tous ceux qui veulent se débarrasser de ce monde de dingue, parce qu'ils créent la guerre, le chaos, le racisme, et qui veulent inventer autre chose. Et des militants sincères, il y en a au-delà de nos rangs, il y en a au front de gauche, il y en a à lutte ouvrière, il y en a chez les libertaires, il y en a dans les syndicats, dans les collectifs, sans parti, quitte à être un peu provo. Il y en a même dans une nouvelle génération militante, peut-être, qui est en train de voir le jour, et qui croit plus trop au parti pour dire soft. Ça veut dire qu'on est condamné probablement à inventer un nouveau type de représentation politique, qui soit, et là on a des billes, qui soit à l'image du projet de société pour lequel on se bat, la vraie démocratie, celle où la politique serait déprofessionnalisée, celle où il y aurait l'interdiction du cumul des mandats, où il y aurait la rotation des mandats, où on pourrait révoquer ses élus quand ils ne respectent pas leur mandat, où on plafonnerait la rémunération des élus. Parce que quand on est élu, il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que ceux qu'on est censé représenter. Et ça passe par construire un outil ici et maintenant, une force politique, où pour reprendre l'image d'un syndicaliste anarchiste de la CGT du début du siècle dernier, Émile Pouget, se débarrasser un maximum des intermédiaires en politique. D'auto-représentation, parlez nous-mêmes, sur la base d'un plan d'urgence dont je parlais, sur la base aussi d'une espérance que notre société est possible. On pense au NPA, qu'on doit, qu'on peut, on revendique le droit d'inventer une autre société que cette société-là. Une société où démocratiquement l'humanité estimerait ses propres besoins pour établir la production simplement après coup, sur la base d'un contrôle populaire, possédé par la population elle-même. Qu'on appelle ça le socialisme, l'autogestion libertaire, pour ma part, j'appelle ça toujours le projet de société communiste. Mais peu importe le nom, ça passe par une rupture révolutionnaire. Et donc, mon mot de la fin, ma citation, puisqu'en tant qu'internationaliste, nous aussi, des frissons, on en reçoit. On en reçoit quand on t'écoute, quand on se sent solidaire des camarades qui mènent la révolution en Syrie contre l'État islamique et contre la dictature d'Assad. On reçoit aussi des frissons quand on va manifester aux côtés des Kurdes de Kobané, qui mènent aussi une sacrée lutte de résistance actuellement. Et puis il y a eu aussi du côté du Burkina Faso une vraie révolte populaire. Et il y en a eu des révoltes dans ce pays au Burkina Faso, dès 1916. On a eu la commémoration de la Première Guerre mondiale. En 1916, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont résisté à l'enrôlement de force des forces militaires françaises. Et puis il y a un révolutionnaire, Thomas Sankara, qui a été assassiné en 1987, et il y a pas mal de jeunes manifestants qui portaient ces t-shirts là, dans ce qu'on a vu actuellement. Il disait la chose suivante sur la révolution: on ne fait pas de révolution pour se substituer simplement aux anciens potentats renversés. On ne pratique pas la révolution sous une motivation vindicative sur le thème « au toit de là que je m'y mette ». Ce genre de mobile est étranger à l'idéal révolutionnaire. Et c'est vrai que pour nous, l'idée de changement, c'est pas simplement changer les uns pour les remplacer par d'autres, c'est tout changer. Et tout changer, c'est ce qu'on nous propose de faire tous et toutes ensemble. Je vous remercie. Tu peux pas nous chanter l'Internationale? L'arabe? Ouais. Tu vas chanter en arabe? Non. Allez. J'ai oublié les paroles, je vais chanter aussi. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la révolution sur la terre, c'est l'éruption de la faim. Faut passer, faisons table rase, faut les esclaves debout.
la paix